Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Crise, a été réalisée le 9 novembre 2020. Hier, pendant l'alignement, Ahmed Serpent a pris la parole. Sa présence m'est désormais familière. Et chaque jour, je sens davantage qu'il est prêt à collaborer avec notre réseau. Il a été le premier être obscur à venir nous aider dans nos chemins initiatiques le long du Nil, et il a enseigné aux gens ce que signifie véritablement l'amour inconditionnel. Beaucoup attendent toujours son retour, car il est très direct dans ses propos. Et hier, il était comme toujours. Il nous a rappelé que le cerveau reptilien est celui qui sait comment survivre dans ce monde, et que si nous voulons apprendre à vivre en harmonie sur Terre, la première chose que nous devons guérir et intégrer est ce cerveau, basé sur la faim, la sécurité, la survie, la reproduction. La plupart d'entre nous, qui marchons vers la lumière, et l'esprit de la conscience avons tendance à nous éloigner de ces 4 concepts, raison pour laquelle ils sont les principaux à apparaître comme des conflits. Les maîtres des ténèbres disent « Regardez-nous et écoutez ce que nous avons à vous expliquer ». J'ai parfois l'impression que dans le monde spirituel, on veut commencer la maison par le toit, alors qu'il faut d'abord creuser et poser les fondations. Tous les humains sont tellement absorbés par leurs besoins fondamentaux qu'ils font tout pour les satisfaire, sans mesurer les conséquences, et dans leur cupidité, ils recherchent le pouvoir, le contrôle, l'accumulation de biens. Hier, le maître nous a dit sans détour. Vous accusez les reptiliens de contrôler vos vies, mais il est temps de reconnaître que vous êtes les reptiliens. Et c'est une grande vérité. C'est nous, les humains, qui agissons comme des reptiles, luttant pour les besoins les plus basiques, comme si nous étions encore des animaux. Il nous a dit que si nous voulons nous transformer, nous devons changer de peau, et eux savent comment faire. C'est comme si nous demandions conseil à un pigeon sur la façon de ramper sur le sol. Seul un serpent peut nous l'expliquer. Et nous les ressemblons davantage qu'aux pigeons. Il a dit qu'ils contrôleront nos systèmes jusqu'à ce que nous cessions d'agir comme des enfants et que nous commencions à prendre nos responsabilités sans rejeter la faute de nos propres difficultés sur quelqu'un d'autre. Il n'a pas tort. Selon ses propres mots, vous êtes des pierres précieuses enveloppées dans vos propres merdes. Je sais, ces mots sont durs mais clairs, et cette vérité est accablante pour la plupart d'entre nous, car elle nous fait sortir de l'illusion et nous ramène à la réalité. En reconnaissant que les choses ne vont pas s'arranger, en pensant positivement, tout comme une maison qui s'est effondrée à cause d'une tempête ne se relèvera pas à force de prière. C'est une rupture des systèmes de croyances et de valeurs. Mais une rupture qui fait grandir. Comme lorsque vous découvrez comment on fait les bébés ou que le Père Noël n'existe pas. Lorsque vous avez votre première grande dispute avec vos parents, lorsque vous avez le cœur brisé pour la première fois, ou lorsque vous êtes trahi. Quand tu dois changer d'école, de maison, de ville ou de pays. Quand tu as un accident, quand tu découvres que ce qu'on t'a raconté n'est pas vrai. Que tu vis ta première épiphanie ou ton premier éveil de conscience. Quand tu tombes dans la dépression la plus profonde. C'est comme si l'esprit, l'âme et le corps se brisaient en deux, se fondaient en deux, un avant et un après, entre la conscience et l'inconscience. Cela s'appelle une crise. Comment définissez-vous la crise? Cela vient du grec krinei, qui signifie diviser, séparer. Dans l'esprit, le mot krinei nous a donné le concept de critère, c'est-à-dire la capacité de discerner, de séparer les choses, de les classer. Avoir du critère, c'est savoir bien comprendre les choses et les placer là où elles doivent être. Dans l'âme, nous avons le concept de critique, qui consiste à identifier les disparités, ce qui n'est pas correct, l'harmonie du déséquilibre, et à les disséminer selon les goûts, les perceptions sensorielles et donc émotionnelles de chaque individu. Dans le corps, Krinei nous a donné le mot crise, c'est-à-dire lorsque nous accomplissions une action qui sépare l'avant de l'après, comme un chemin qui se termine et un autre qui commence.
Mais nous appelons crise de la même manière le physique, l'émotionnel et le mental. Une crise émotionnelle, une crise de croyance, une crise physique. Oui, car la crise fait référence à l'acte de rompre avec quelque chose qui existait auparavant. Elle est donc liée à tous les niveaux où une rupture se produit. Toute crise est une occasion de repartir de zéro, d'emprunter une nouvelle voie. Mais les crises ne sont pas nécessaires. Alors pourquoi les vivons-nous? Parce que même si les gens réclament des changements, personne ne veut changer. Pour changer les choses, il est essentiel que toutes les personnes concernées se transforment, commencent à modifier leur mode de vie, leur façon de penser, leur relation avec elles-mêmes, avec les autres et avec leur environnement, ainsi que leur activité quotidienne. Par commodité, personne ne veut se transformer. Les cellules s'accrochent à ce qu'elles peuvent, à ce qu'elles ont et à ce qu'elles ont produit, afin d'assurer leur survie. C'est pourquoi les excès d'énergie sont accumulés sous forme de lipides, afin de ne rien gaspiller. Si je continue à accumuler sans transformer mon alimentation, tôt ou tard, ces lipides iront dans le sang, générant du cholestérol et obstruant les veines, provoquant un infarctus, ce que nous appelons un changement. Les crises sont des changements, des revirements à 180 degrés qui nous placent à l'autre extrémité, où ce que nous considérions comme confortable et sûr finit par nous mener au bord de la mort. Donc les crises que nous traversons sont dues au fait que nous n'avons pas pris nos responsabilités au quotidien face à ce qui pourrait nous nuire et que nous attendons le dernier moment où tout ce qui s'est accumulé se déclenche de manière violente. La transformation est un long chemin qui implique de prêter attention à chaque pierre sur laquelle vous marchez, de prendre conscience de l'endroit où elle vous mène et de quelles pierres sont les meilleures pour vous soutenir dans votre marche. Mais si vous courez sur le chemin, habitué à celui-ci sans prêter attention aux instants de transformation que la vie exige pour évoluer, alors, un jour, tu trébucheras sur l'un de ces cailloux et tu tomberas face contre terre. Car dans le confort du quotidien et de la routine, tu ne verras pas que le chemin n'est pas terminé. C'est là que le chemin se divise en deux, la rupture. Je l'ai vécu plusieurs fois. Raconte-moi. Ma première grande crise a peut-être été ce jour-là, à l'école, à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai commencé à me souvenir de mon passé. Tout a changé pour moi à ce moment-là. Mes guides m'avaient préparé, mais je n'ai pas prêté attention à ce qu'ils me disaient avec le sérieux nécessaire, et cela a changé ma façon d'interagir avec le monde extérieur. Je suis devenu introverti, silencieux, timide, mais cette crise m'a amené à me souvenir et à savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Une autre grande crise s'est produite à l'âge de 20 ans, à l'université, lorsque le moment est venu de commencer ma mission et que j'ai refusé, mais la vie m'a forcé à l'abandonner car j'ai commencé à canaliser en plein cours et à perdre le contrôle de moi-même, ce qui m'a valu 2 séjours à l'hôpital psychiatrique de Rio Cuarto. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais rentrer chez moi et c'est là que tout a commencé, lorsque j'ai été invitée à participer à des congrès, ce qui m'a fait connaître, grâce aux conférences de la Terre Tumti. La crise majeure suivante qui m'a marquée s'est produite pendant le Camino Arvitum en 2012, où, à mi-chemin, j'ai senti que je ne faisais pas ce que je devais faire et je suis tombée malade. Je suis entrée dans une grande crise en arrivant à Finistère en juin, à la fin du Camino de Santiago. C'est là que j'ai rencontré Sobek, dans cette vie, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de continuer seule, laissant les autres derrière moi. Après cela, en 2017, sur le chemin du Dragon, lorsque j'ai conduit ma voiture du Choya en Argentine à Guadalajara au Mexique pour me rendre au lac de la colonne de la planète, où j'ai dû faire face à la préparation personnelle la plus difficile que j'ai jamais vécue, détruisant ma mission, mon but, le sens de tout, avec une compagnie qui ne semblait pas comprendre ce qui m'arrivait et que je ne blâme pas pour cela. Le chemin m'a brisé en 1000 morceaux pour que je trouve la vérité derrière tout ce que je faisais. Et je semblais courir pour que la vérité ne me rattrape pas, même si elle était en moi. Au Mexique, je me suis effondrée et je suis entrée dans une crise profonde.
qui m'a laissé en état de choc et d'autisme pendant au moins un mois. Cela m'a rappelé mon véritable but, le je suis. Mais il restait deux grandes crises. En 2018, j'allais être confrontée à la crise amoureuse la plus forte que j'ai connue en reconnaissant cette âme en Suisse, qui m'a conduit dans l'abîme du vide, du néant, et en 2019, de nombreux malentendus et trahisons qui, en seulement un mois, m'ont éloigné de tous les projets cinématographiques, des relations amoureuses, des sponsors du voyage du Yosoi et d'une grande partie de ma famille et de mes amis. Je pourrais dire que ce sont les grandes crises auxquelles j'ai été confrontée jusqu'à présent dans ma vie. Et pourtant, je suis toujours là, car je n'ai plus vécu les dernières crises comme un calvaire, mais comme une libération. Pourquoi? Parce que je me suis débarrassée d'un lourd fardeau, de préjugés et d'attentes, de nombreux liens de dépendance qui m'empêchaient d'être moi-même. Toutes mes crises ont été très douloureuses, comme toute crise l'est pour chaque personne de son point de vue. Et pourtant, je me rends compte que je n'aurais rien accompli si tout était resté pareil. J'ai réalisé que toutes ces crises auraient pu être parfaitement évitées si, au lieu de continuer à pousser comme un taureau têtu, j'avais pris le temps de réfléchir en assouplissant mon esprit pour ne pas avoir à le briser. Les crises n'ont jamais été le problème. Le problème, c'était de ne pas m'être permis de me transformer en cours de route. La crise est comme la mort. Elle marque la fin inévitable de quelque chose pour le début indéniable d'un nouveau chemin. La mort ne peut être évitée, mais vous pouvez éviter qu'elle ne survienne à tout moment si vous prenez les précautions nécessaires. Être attentif, mieux manger, écouter, savoir discerner, être prudent, avancer pas à pas. Tu vivras ainsi beaucoup plus longtemps, et ce qui était auparavant des crises deviendra des bons évolutifs. Mais si tu ne peux pas les éviter, alors profite-en. Prendre les rênes de la crise, être responsable de reconnaître que l'on s'est soi-même conduit à une telle destination et que l'on sera seul capable de surmonter une telle fin. La crise cesse alors d'être inconsciemment perçue comme la mort pour devenir consciemment la résurrection. La prochaine crise sera ma renaissance. Et ainsi, tu n'auras plus à te briser en morceaux pour reconnaître qu'ils sont les fractales d'une même réalité, que tu es éternel, infini, amour en constante transformation.